Mercredi 13 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Afin de protéger ses côtes et maintenir son patrimoine culturel, le Togo collabore avec le projet Waka. Cette collaboration a permis de mettre en place des solutions pour vaincre l'érosion de la côte togolaise et d'autres risques liés au changement climatique. À suivre dans un instant. L'Angola s'est lancé dans la modernisation des systèmes météorologiques et géophysiques, ceci pour mieux s'adapter aux catastrophes naturelles. Et puis la COP28, qui devrait normalement fermer ses portes ce mardi 12 décembre, se poursuit. Les participants jouent les prolongations, faute de consensus sur le test d'accord final proposé par le sultan Al-Jaber. L'engagement de l'Afrique contre les effets du changement climatique est grand et très remarquable. Les sites culturels les plus remarquables situés sur le littoral ouest africain, dont le Togo, sont susceptibles de disparaître d'ici 2050. Dans cette optique, les acteurs togolais ont entériné le projet Waka Recipe pour soutenir les efforts de résilience face aux défis du changement climatique. Les solutions de lutte contre les inondations de la côte togolaise sont énumérées dans ce commentaire suivant. Le gouvernement togolais a approuvé le projet Waka Recipe, une initiative sous-régionale financée par la Banque mondiale et le Fonds d'environnement mondial pour sauver ses côtes des inondations. Ce projet, pour être efficace, doit prendre en compte des solutions dures, mais aussi celles qui sont souples et qui présentent des avantages écologiques et économiques. Ces solutions sont pour la plupart coûteuses, complexes à réaliser, mais très efficaces pour endiguer le mal sur une longue période. Les brise-lames sont des dispositifs orientés de manière parallèle au trait de côte en vue de centrer l'énergie de la houle et de diminuer l'agitation du plan d'eau à la côte. Les brise-lames, d'après leur conception, réduisent la hauteur et la force des vagues en déviant une partie de l'énergie. Actuellement, les brise-lames sont à leur troisième génération de fabrication et offrent à 100% une résistance aux vagues. En adoptant les brise-lames, le Togo anticipe sur les intempéries qui importent leur degré de menace. S'inspirer du projet MOSE est l'une des solutions dures qui pourrait aussi véritablement résoudre le problème de manière définitive. Le projet MOSE est un système de défense formé de 3 rangées de parois mobiles escamotables qui ont pour but d'isoler la lagune de Venise des eaux de la mer Adriatique pendant les phénomènes de haute marée. Le système étant semi-automatique, les parois mobiles se soulèvent en moins de 30 minutes pour stopper les eaux de mer d'envahir la ville. Et en cas de basse marée, ces parois s'abaissent permettant à nouveau à la lagune et à la mer de communiquer. Les enrochements et les épis ne sont pas considérés comme des solutions, mais les observations sur le terrain ont permis de les valoriser en tant que ralentisseurs de l'érosion et des transits des sédiments. En mai 2023, les travaux de protection de la bande côtière à Nihon-Agbodrafo avaient été achevés. Ce programme de défense contre les érosions côtières est composé de 14 épis et d'un brise-lame et de l'érection d'une digue de sable. Les travaux de reboisement et la restauration des mangroves, entrepris dans la région des lacs par des organisations de la société civile, se doivent d'être poursuivis et encouragés. Ces types d'actions permettent de lutter contre les érosions côtières et de préserver l'écosystème environnemental. Les mangroves sont capables de stocker à elles seules le dioxyde de carbone 8 fois plus que les forêts classiques. Elles enrichissent la faune aquatique et servent de plateforme de reproduction et d'hébergement pour de nombreux oiseaux et rongeurs. Le suivi du projet est important car il permettra de faire une évaluation des infrastructures et de prévenir d'éventuelles dégradations. Le plan de pérennisation du projet concerne la gouvernance locale. S'il n'y a pas de directive ni d'initiative locale pour rentabiliser les projets ou au mieux améliorer le quotidien des habitants via le dit projet, ce dernier ne pourra pas faire long feu. La gestion des côtes togolaises est une question prioritaire qui doit intéresser tout le monde, car en sauvant les côtes, la communauté, la culture et l'économie sont également sauvées.
La pollution plastique et de déchets peuvent avoir de nombreuses conséquences tant sur l'environnement que sur la santé humaine. Au Togo, plusieurs initiatives sont mises en place pour lutter contre la pollution de déchets. Ces dernières n'arrivent pas à résoudre efficacement le problème. Dans le commentaire à suivre, vous verrez plusieurs alternatives sont proposées pour lutter contre la pollution de déchets. Regardez. Il est définitivement possible de travailler vers une réduction des déchets au Togo et voici quelques mesures à prendre pour y parvenir. L'organisation des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens sur les enjeux liés aux déchets et l'importance de réduire, réutiliser et recycler. Mettre en place un système de collecte sélective des déchets recyclables tels que le plastique, le verre, le papier et le métal. Encourager la population à trier leurs déchets à la source. Promouvoir le compostage domestique et communautaire pour réduire la quantité de déchets organiques qui finissent dans les décharges. Le compost peut être utilisé comme engrais naturel pour les jardins. Encourager les entreprises à utiliser les emballages durables et réutilisables. Sensibiliser les consommateurs à choisir des produits avec moins d'emballage plastique. Intégrer l'éducation à la gestion des déchets dans les programmes scolaires pour sensibiliser les enfants à l'importance de préserver l'environnement. Investir dans les infrastructures et traitements des déchets tels que les centres de recyclage et des installations de compostage. Collaborer avec des organisations locales, des ONG et d'autres acteurs pour mettre en œuvre des projets de réduction des déchets et pour partager les meilleures pratiques. Pour finir, mettre en place des réglementations et des politiques pour encourager la réduction des déchets, notamment des mesures de taxation sur les produits à usage unique. L'Angola s'aligne dans la principale ligne directrice de l'ONU qui voudrait que d'ici 2027, tous les êtres humains aient accès aux informations météorologiques. À cet effet, le pays s'est lancé dans la modernisation des systèmes météorologiques et géophysiques en vue de mieux s'adapter aux catastrophes naturelles constantes. Le projet, qui a bénéficié de 60 millions d'euros, permettra l'installation des stations aéronautiques, météorologiques et sismiques. Reine Papadinan nous en parle. L'Angola veut moderniser ses systèmes météorologiques et géophysiques pour apporter des réponses rapides aux populations touchées par les catastrophes naturelles constantes. Dans cette perspective, les services de l'Institut national pour la météorologie et la géophysique, INAMET, seront désormais combinés à travers des innovations technologiques. Il est ainsi prévu l'installation de 83 stations, notamment aéronautiques, météorologiques et sismiques. Selon l'environnementaliste Kosivi Adessou, l'utilisation de la technologie avancée a l'intérêt de l'expression des dirigeants à la sécurité des populations, surtout locales. Elle permet de prévenir d'éventuels aléas, qu'ils soient systémiques ou naturels. Entre 2019 et 2022, partant d'un budget de 60 000 d'euros, l'Angola a injecté des fonds dans le financement des projets de modernisation dénommés PMI avec le soutien de son ministère de tutelle. Il vise à améliorer significativement les capacités de prévention et de service de INAMET, à soutenir l'industrie pétrolière, l'agriculture et l'aviation, tout en améliorant la surveillance du climat pour une meilleure adaptation aux effets du changement climatique. Le pays devient ainsi le point focal de la communauté de développement de l'Afrique australe pour la collecte et la diffusion de l'information, disposant à travers l'Organisation météorologique mondiale du serveur qui surveille et traite les données sur les conditions météorologiques extrêmes pour l'Afrique. La proportion de l'élevage dans les émissions de gaz à effet de serre est connue. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'élevage serait responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par les humains responsables du changement climatique. L'organisation prévient que si rien n'est fait, son impact sur le climat s'aggravera puisque la demande mondiale en viande va augmenter. Alors que les grands de ce monde discutent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO
souligne l'impact de l'élevage sur le climat. D'après l'agence de l'ONU, l'élevage serait responsable de 12% des émissions humaines de gaz à effet de serre. Pour en arriver à ce chiffre, la FAO a pris une année de référence, l'année 2015. Elle a ensuite remonté toute la chaîne de l'élevage en partant de la production des engrais nécessaires à l'alimentation des animaux jusqu'au transport de la viande, du lait ou des œufs que l'on achète dans les magasins. Et on arrive à ce chiffre de 12%. C'est donc le poids de l'élevage sur l'ensemble des émissions humaines de gaz à effet de serre. Dans le détail, les bovins représentent la principale source d'émissions, moins 60%. Suivent ensuite les porcs, moins 14%, et dans une moindre mesure, les poulets, moins 9%, les buffles, moins 8%, les moutons et les chèvres, 7%. Pour ce qui est des denrées produites par l'élevage, la viande est la principale source d'émissions, beaucoup plus par exemple que le lait, moins 30%, ou que les œufs, moins 3%. La FAO prévient que si rien n'est fait, l'impact de l'élevage sur le climat va encore s'aggraver. C'est pourquoi l'organisation propose des solutions. La première piste est de réduire la consommation de viande dans les pays riches. Pour répondre à cet appétit, tout en évitant d'augmenter le nombre de bêtes et donc les gaz à effet de serre, plusieurs recommandations sont avancées. La plus efficace selon la FAO est d'augmenter la productivité sur l'ensemble de la chaîne en utilisant par exemple diverses techniques pour gonfler le volume de lait produit par vache. Viennent ensuite l'évolution de l'alimentation des animaux pour l'amélioration de leur santé qui permet non seulement d'augmenter leur productivité mais aussi de réduire le taux de mortalité. Toutefois, dans les pays à revenus moyens, la baisse des émissions liées à la viande serait en grande partie contrebalancée par l'augmentation des émissions liées aux fruits, légumes et fruits à coque poussant en partie en serre. Et dans les pays aux revenus faibles, il est souvent recommandé d'augmenter sa consommation de protéines aussi bien végétales qu'animales. Initialement prévue pour finir le 12 décembre, la COP28 continue au-delà du temps prévu. Les participants jouent les prolongations, faute de consensus sur le texte d'accord final proposé par le sultan Al-Jaber. La sortie des énergies fossiles est le principal point de discorde sur les discussions qui ont duré toute la nuit de lundi à mardi. Viva Samana pour plus d'explications. Les ultimes négociations de la COP28 se sont poursuivies sans interruption dans la nuit de lundi à mardi. Le compromis proposé par le président émirati a été très largement rejeté par tous les pays pour son manque d'ambition sur la sortie des énergies fossiles. À l'aube du mardi, qui est théoriquement le dernier jour de la 28e conférence climatique des Nations Unies à Dubaï, les pays occidentaux, des États insulaires ainsi que les pays africains et latino-américains ont réitéré leur opposition au texte lors d'une réunion à huis clos. L'émissaire américain John Kerry a déclaré que c'est la dernière COP où nous aurons la chance de maintenir en vie le 1,5 degré Celsius qui est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Lundi soir, le sultan Al-Jaber, patron de l'entreprise pétro-gazière émirati ADNOC et président de la COP28, a proposé un projet d'accord qui laisse toute latitude aux pays pour choisir leur manière pour réduire les énergies fossiles. Un texte très peu convaincant qui a été rejeté sur le champ. L'objectif du sultan Al-Jaber, président de la COP28, d'obtenir un accord historique à 11 heures, jour anniversaire de l'accord de Paris, ont été hors de portée pour la plupart des délégués. Le texte de 21 pages ne fixe donc aucun objectif commun de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, pourtant envisagé dans des versions antérieures. Ce qui constituerait une décision historique si elle était adoptée par consensus des 194 parties. Le ministre des Ressources naturelles des îles Marshall, John Silk, a déclaré après la publication du texte que son pays n'est pas venu à Dubaï pour signer son arrêt de mort. L'Union européenne juge le projet d'accord insuffisant et les États-Unis appellent à substantiellement le renforcer. Les ONG et experts dénoncent un projet énumérant des options non contraignantes. Rappelons que les énergies fossiles sont responsables des 2/3 environ des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique et de son cortège de catastrophes, à savoir les sécheresses, les canicules et les inondations. Le réchauffement depuis l'ère industrielle pourrait atteindre 1,5 degré Celsius dès le début de l'année 2030 si l'humanité ne diminue pas de 43% ses émissions d'ici là par rapport à 2019. Le sultan émirati Al-Jaber, qui cherche le point d'équilibre entre l'Arabie Saoudite et ses alliés d'une part et la centaine de pays en faveur de la sortie des énergies fossiles d'autre part, admet les progrès réalisés mais reconnaît qu'il reste beaucoup à faire. Les yeux sont également tournés vers la Chine et les États-Unis,
les deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Parlons toujours de la COP28 qui ferme très bientôt ses portes. Le potentiel organisateur de la 29e édition du sommet de l'ONU sur le climat se profile à l'horizon. Il s'agit de l'Azerbaïdjan. Selon tout accord, le pays du Caucase en Europe de l'Est serait le pays hôte de la prochaine grande messe sur le climat qui se tiendra en 2024. Viva Samana nous en parle. L'Azerbaïdjan serait, d'après certains accords, le potentiel organisateur de la prochaine conférence des parties sur le climat COP29 en 2024. Le ministre azerbaïdjanais de l'écologie Mokhtar Babayev, lors d'un discours à la COP28 à Dubaï aux Émirats arabes unis, a déclaré être heureux d'annoncer qu'il existe un consensus général autour de la candidature de son pays à l'accueil de la COP29. Il poursuit en témoignant sa reconnaissance du soutien de tous les pays, en particulier ceux du groupe de l'Europe de l'Est et du pays hôte de l'actuelle COP que sont les Émirats arabes unis. Il s'engage à travailler de manière inclusive et collaborative avec tout le monde afin que la COP29 soit un succès. L'émissaire russe sur le climat Ruslan Edelgiriev a salué le compromis dans le groupe Est européen à l'égard de la COP29 qui a abouti à la désignation de l'Azerbaïdjan. Bloquée depuis des mois, la désignation du groupe devant présider la COP29 était en voie de résolution depuis l'annonce jeudi dernier du soutien de l'Arménie à la candidature de l'Azerbaïdjan. Cette annonce représente une victoire pour ce pays du Caucase situé en Europe de l'Est. Notons que les COP sur le climat sont organisées chaque année dans un bloc de pays différents. Pour cette année, l'Asie a désigné les Émirats arabes unis et l'année prochaine sera le tour de l'Europe de l'Est. L'Azerbaïdjan a développé à partir des années 1990 de gros gisements pétroliers et gaziers en mer Caspienne. Aujourd'hui, le gaz est devenu plus important que le pétrole pour l'Azerbaïdjan qui est membre de l'OPEP+, et dont les ressources sont principalement exportées vers l'Europe. Le pays reste aujourd'hui très dépendant des hydrocarbures qui représentent un peu plus de 50% des recettes budgétaires et un peu plus de 90% de ses recettes d'exportation. Sa désignation ferait la deuxième grande messe de suite présidée par un pays fortement dépendant des hydrocarbures. La désignation de l'Azerbaïdjan doit encore être ratifiée par l'ensemble des pays à la COP28 qui se termine ce mardi. Les montagnes couvrent environ 27% de la surface terrestre de la planète et abritent près de la moitié des points chauds de la biodiversité mondiale. Représentant les châteaux d'eau du monde, elles fournissent de l'eau douce à plus de la moitié de l'humanité. Pourtant, les montagnes souffrent des impacts du changement climatique et du développement non durable, ce qui augmente les risques pour les populations et pour la planète. Rafietou Mbelekou. Des joyaux naturels, les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Elles fournissent l'eau douce nécessaire à la vie. De la régulation climatique au service d'approvisionnement en eau, en passant par l'entretien de la conservation des sols, les montagnes sont essentielles à nos vies et à nos moyens de subsistance. Quotidienne de la moitié de l'humanité, contribuant à soutenir l'agriculture et à fournir de l'énergie propre et des médicaments et accueille 25 des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Malheureusement, les montagnes sont menacées par les changements climatiques, la surexploitation et la contamination, augmentant ainsi les menaces qui pèsent sur les populations et la planète. Alors que le climat mondial continue de se réchauffer, la fonte des glaciers de montagne affecte l'approvisionnement en eau douce en aval et les habitants des montagnes, qui sont parmi les plus pauvres du monde, doivent lutter plus pour survivre. Le récent accord sur la biodiversité de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité de 2022, qui s'engage à protéger 30% des terres, des océans, des zones côtières et des eaux intérieures de la planète d'ici 2030, donne un élan pour raviver et protéger les paysages de montagne. L'Assemblée générale des Nations unies a récemment proclamé dans sa résolution triennale sur le développement durable des montagnes 5 ans d'action pour le développement des régions de montagne. Les objectifs de l'initiative consistent à attirer des aides et des investissements pour les montagnes, développer des économies et des technologies vertes, créer des mécanismes pour renforcer la coopération entre les pays montagneux et développer la science et l'éducation dans le domaine du développement durable des montagnes.
Pour rappel, le 11 décembre est marqué chaque année la Journée internationale de la montagne. Restaurer les écosystèmes de montagne est le thème élu cette année. Une occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de montagne et d'appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. Une étude menée par les scientifiques a révélé un monde caché sous l'Antarctique. Il abriterait les forêts autrefois et probablement les animaux. Néanmoins, à peine découvert, ce paysage qui serait plus grand que la Belgique est déjà menacé par le réchauffement climatique. Léon Sagbo nous en parle. 32 000 km², c'est la taille du paysage de collines et de vallées verdoyantes qui vient d'être détecté sous la glace de l'Antarctique par des chercheurs américains et britanniques, a-t-on appris dans une étude publiée dans Nature Communication. Pour y parvenir, il a fallu utiliser la technique appelée sondage radioéchographique. D'après Stewart Jamieson, auteur principal de l'étude, il s'agit d'un paysage sur lequel personne n'a jamais posé les yeux. Cette étendue plus grande que la Belgique abritait autrefois des forêts et probablement des animaux. Toujours selon l'auteur, elle est restée intacte pendant plus de 34 millions d'années lorsque l'Antarctique a commencé par geler. Elle a résisté au retrait des glaces au cours d'anciennes périodes de réchauffement climatique comme celle du Pliocène il y a 3 à 4,5 millions d'années. Cependant, à peine découvert, ce territoire est menacé puisque le réchauffement climatique de nos jours présente pour lui des risques, bien qu'il se retrouve à des kilomètres du bord de la calotte de glace, ce qui est censé le prémunir d'une exposition à la lumière. Jamieson Stewart avertit qu'il est impossible d'anticiper le point de bascule climatique d'une réaction incontrôlée de la fonte de glace. D'autant plus qu'une étude publiée par des chercheurs du British Antarctic Survey a aussi averti que la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental risquait de s'accélérer dans les décennies à venir, et ce même si le monde respectait ses engagements pour limiter le réchauffement climatique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.